Place à présent à l'œil de la rédac, notre grand dossier du soir. Je me tourne vers vous, Olivier Boulin. Le régime iranien est-il en train de vaciller? On se pose la question ce soir. Mais d'abord, cette image, Olivier, celle des footballeurs iraniens qui n'ont pas chanté l'hymne de la République islamique lors du premier match de Coupe du Monde. Et oui, les 11 joueurs ont pris la décision ensemble, en solidarité avec les manifestantes et les manifestants qui se tiennent en Iran et qui marchent en ce moment en Iran. Sur une banderole dans les tribunes, il y avait aussi une banderole sur laquelle on pouvait lire « Femme, vie, liberté ». C'est la devise du mouvement qui a commencé il y a 2 mois. Ce mouvement, il a été provoqué par la mort de la jeune Mahsa Amini. Cette étudiante de 22 ans a été arrêtée par la police des mœurs parce qu'une mèche de cheveux dépassait de son voile. Symboliquement, il y a aussi cette actrice, Ngame Ghaziani. Elle a été arrêtée par les services de sécurité pour cette vidéo. Elle s'est filmée à l'extérieur et sans voile et a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. Olivier, concrètement, le régime a du mal, on peut le dire, à contenir le mouvement qui semble s'étendre. Oui, de grandes manifestations ont eu lieu dans le sud du pays. Les hommes et les femmes marchent ensemble pour plus de liberté. Alors ces derniers jours, on a vu que le mouvement s'étendait aussi aux villes moyennes. Les manifestants choisissent aussi d'attaquer des symboles. La maison de Khomeini, par exemple, le fondateur du régime, a été incendiée. Ali Khamenei, le guide suprême, lui répond par la répression. Depuis le début de la révolte, ce sont 16 000 personnes qui ont été interpellées. Ce sont aussi plus de 350 manifestants qui ont été tués. Parmi les victimes du régime, un nouveau symbole, ce petit garçon de 10 ans, il s'appelle Kian Pirfalak, il est mort sous les balles mercredi dernier dans la ville d'Izé. Son enterrement a réuni plusieurs milliers de personnes. Et au sein du régime, Olivier, des failles apparaissent. Et oui, plusieurs élus réclament un référendum sur la crise et ils réclament aussi le droit de critiquer les dirigeants. Des responsables religieux commencent eux aussi à se faire entendre. Ils dénoncent la violence utilisée contre les manifestants. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces informations. Pour en parler avec nous, tout d'abord depuis la France, bonsoir Manas Chirali. Vous êtes sociologue, politologue et spécialiste de l'Iran. Je cite votre dernier livre, Fenêtre sur l'Iran. Toujours avec nous depuis la France. Bonsoir Adel Bakawan, spécialiste du Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et puis ici près de nous en plateau, Firoozen Affendi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à l'ULB, spécialiste de l'Iran, sociologue vous aussi. Firoozen Affendi, commençons avec vous. Est-ce que dans l'histoire récente de l'Iran, est-ce que le régime a-t-il déjà été autant remis en question qu'aujourd'hui? Je pense qu'avec cette ampleur, c'est vraiment la première fois, même s'il y a eu quand même de vastes manifestations en 2009, en 2017, 2018, 2019. En fait, les manifestations, pour différentes raisons, n'ont jamais cessé en Iran. Mais des manifestations avec cette ampleur et avec le rejet surtout du régime et une demande de départ du guide qui quand même était sacré jusque-là, non, c'est vraiment la première fois. On se posera la question de savoir aussi si ces Iraniens veulent une réforme ou carrément faire tomber aussi, évidemment, ce régime. Je vois que vous avez déjà la réponse, on en parlera juste après. Adel Bakawan, avec nous depuis la France. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit une répression brutale en Iran. On vient d'en parler avec un soulèvement d'une partie de la population. Pourquoi est-ce que c'est si différent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette situation, Adel Bakawan? Parce que tout simplement, on est dans un registre national. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'une révolution. Et, il y a des collègues qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal. Il ne s'agit même pas d'une révolte. Moi, j'appellerais un mouvement de contestation. Ce mouvement de contestation existe bien évidemment dans plusieurs pays au Moyen-Orient, en Irak, en Turquie, au Liban et désormais en Iran. C'est un mouvement très très puissant. C'est vrai, le régime islamique essaye à mobiliser tous les moyens pour ethniciser le mouvement, c'est-à-dire dire c'est un mouvement kurde contre les Perses, ou confessionnaliser le mouvement, dire c'est un mouvement sunnite contre les chiites. Mais la population, la jeunesse iranienne éduquée, qui a eu accès à la culture, à l'éducation, bien consciente de sa situation, n'a pas laissé cette stratégie de la diversion fonctionner. Et de ce fait, aujourd'hui, on a un mouvement national. C'est vrai, vous avez une jeune kurde, Mahsa Amini, et non pas Mahsa Amini, pardon pour la correction, Mahsa Amini, qui n'a pas pu porter son prénom kurde, Gina, et du coup, elle a porté son prénom perse. Une kurde de 22 ans, aujourd'hui, est devenue le référentiel de ce mouvement national pour
tout le monde, pour les chiites, les sunnites, les kurdes, les perses, les belouches, tout le monde. Alors ça fait peur, parce que cette stratégie de diversion n'a pas fonctionné à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, la République islamique de l'Iran essaye de trouver l'ennemi à l'extérieur du pays, à savoir le PDKI et le Komala qui se trouvent sur le territoire du GRK. C'est pourquoi leur base est bombardée régulièrement. On aura l'occasion d'en parler évidemment aussi en fin d'émission quand on fera aussi un tour des réactions internationales et qu'on prendra un petit peu de hauteur dans ce débat. Manas Chirali, cette révolte ou évidemment cette contestation populaire, ça représente finalement quelle proportion de la société iranienne? On a vu les hommes aussi se joindre au combat. Est-ce que ça s'étend à toute la société et à toutes les villes d'Iran? Petit à petit, cette révolte est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. On voit que toutes les catégories sociales sont concernées. Et sur le devant de la scène, ce sont les jeunes, ce sont les très jeunes, voire les enfants. Mais derrière aussi, il y a les parents qui les soutiennent. Donc, c'est un mouvement vraiment sans précédent. C'est un mouvement que je qualifierais de mouvement révolutionnaire parce que les protestataires, les gens qui sont dans la rue, ils sont très clairs dans leurs demandes. La seule chose qu'ils veulent, c'est la chute du régime. Donc, c'est la raison pour laquelle je me permets de qualifier ce mouvement d'un mouvement révolutionnaire. Alors, on va rester peut-être sur cet entre-deux, entre évidemment un mouvement de contestation et puis ce mouvement révolutionnaire. En tout cas, dans la presse, c'est appelé une révolte actuellement. D'ailleurs, Firuzeh Navandi, pourquoi est-ce qu'on parle de révolte? Qu'est-ce qui manque pour en faire une révolution? Tout dépend de la définition que l'on donne à révolution, bien évidemment. Mais pour prendre position par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je dirais qu'on est dans un processus révolutionnaire. Mais pour... Mettons-nous d'accord là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, on est parti d'une révolte, d'un ras-le-bol des jeunes, et puis ça s'est amplifié comme mouvement. Mais ce qui ne se voit pas encore... Peut-être que ça pourra apparaître, mais pour le moment, ça ne se voit pas. C'est un encadrement de ces mouvements de contestation et c'est un leader qui prendrait la tête du mouvement, un petit peu comme Khomeini l'a fait pour la révolution de 1979. Néanmoins, il y a des personnes dont le nom circule comme leader possible, mais pour le moment, le mouvement semble plutôt être réfractaire à tout embrigadement. Ils présentent comme leur signe distinctif, justement, de ne pas être organisé, de ne pas avoir de leader et donc de vouloir quelque chose de nouveau jusqu'à d'ailleurs dire qu'ils ne veulent plus de dirigeants qui soient quelqu'un comme un roi, comme un président ou quoi, quelque chose de ce genre, mais qu'ils veulent un groupe qui dirige le pays. C'est très flou pour le moment. Et en même temps, quand on voit l'ampleur, on se demande s'il n'y a quand même pas une organisation derrière. Alors peut-être votre avis, tout d'abord Manas Chirali, j'ai vu que vous vouliez tous les deux réagir, aussi Adel Bacavan qui est avec nous depuis la France. Peut-être d'abord commençons avec vous, Manas Chirali, qu'est-ce que vous pensez évidemment de ce qui vient d'être dit ici par Firuzeh Navandi? Je suis tout à fait d'accord avec Mme Nahrovandi. Les 2 derniers mois, on a constaté qu'il y a une organisation très solide derrière ce mouvement. C'est un mouvement parfaitement capable à s'exprimer, à communiquer avec la communauté internationale, à transmettre ses messages, son expression politique. Tout cela ne peut pas être sans organisation. Direction très précise, et ça, c'est la chute de régime. Tout ce qu'ils veulent, c'est la chute de régime. Qu'est-ce qui va venir après ces gens-là? Alors, justement, par rapport à ça, Manas Chirali, dans quelle mesure cette rue qu'on vient de décrire ici, en tout cas ce mouvement de contestation, ce mouvement révolutionnaire, cette société iranienne qui se soulève, dans quelle mesure est-ce qu'elle pourrait faire plier le régime des mollahs, selon vous? Alors, moi, je pense qu'on est à la veille de très, très grands massacres de la part de la République islamique. C'est ça que je crains. Je crains que ce régime utilise ses forces militaires et qu'il réprime les jeunes manifestants. Les jeunes manifestants sont les mains vides. Ils n'ont pas la capacité de faire plier ce régime. C'est la raison pour laquelle j'appelle l'aide de la communauté internationale. Ces gens sont en train de se faire massacrer. Si on ne fait rien, on va avoir des problèmes avec notre propre conscience. Un mot peut-être avec vous, Adel Bacavan.
Un mot peut-être avec vous, Adel Bakawan. Qu'est-ce qui pense de ce mouvement de contestation, c'est qu'il n'a pas un Lénine avec le Parti communiste, ou il n'a pas un Khomeini avec ses révolutionnaires. Non, là, sa force, c'est quoi? C'est qu'il s'auto-organise. Il faut vraiment mettre de côté, entre parenthèses, nos grilles de lecture des mouvements de contestation qui dataient à une autre époque, des révolutions, des révoltes, etc. Et comprendre cette nouvelle génération moyen-orientale d'une manière générale, iranienne, pourquoi pas, d'une manière très très particulière. À savoir, cette jeunesse s'organise dans les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, et ensuite ils descendent sur le terrain, dans les rues. Bien évidemment, on suit régulièrement ces réseaux sociaux, on voit très bien que ce mouvement de contestation, cette révolte, on voit très bien que ce mouvement de contestation, cette révolte, cette révolution, ce que vous voulez, ce n'est pas grave, refuse catégoriquement un leader, un Khomeini ou un Lénine. C'est ce qui s'est passé en Irak en 2019, c'est ce qui s'est passé au Liban, c'est ce qui s'est passé en Turquie et c'est ce qui se passe en ce moment en Iran. Bien évidemment, il y a des cadres qui réfléchissent, qui pensent, etc. Mais personnellement, je pense que ces cadres-là, ils sont en rupture, comme ils étaient en rupture avec la base sociale, la nouvelle génération en Irak, en Liban et en Turquie, et ils sont également en rupture avec cette base-là. Cette base sociale, sa force, c'est qu'on ne peut pas mettre en prison un leader et le mouvement, c'est fini, va rentrer chez lui. Non, sa force, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas le contrôler. Et parce qu'on ne peut pas le contrôler, il fait peur. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il n'y a pas les leaders. Numéro 1. Numéro 2, pour répondre à votre question, il faut vraiment être objectif. Personnellement, vous me demandez, j'ai envie que ce soir-là, le régime tombe. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important, ce n'est pas l'envie, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas le rêve, ce n'est pas l'idéal. Il faut qu'on analyse la situation telle qu'il est et d'une manière objective. Et objectivement parlant, le régime est puissant, le régime est fort. Le régime est fort parce que tout simplement, il y a toutes les conditions pour que le régime soit fort face à ce mouvement de contestation. Pourquoi ce mouvement de contestation est relativement fragile à un autre niveau face au régime? Parce que tout simplement, c'est un mouvement civil, c'est un mouvement démocratique, c'est un mouvement qui n'est pas armé, et aucun pays de la communauté internationale ni du système régional souhaite armer ce mouvement de contestation. Et même le mouvement ne souhaite pas d'être armé, premièrement. Deuxièmement, face à ce mouvement qui n'est pas armé, le régime est très très fort. Et comment ce régime pourra tomber? Moi, personnellement, je pense, tant que nous n'avons pas des grandes foules, des milliers et des milliers, des centaines de milliers de manifestants dans les grandes villes iraniennes, par exemple comme Téhéran, il est peu probable que le régime soit impacté. Un mot peut-être avec vous, Firuzeh Navandi, sur ce régime. On voit évidemment que cette répression est de plus en plus brutale. Pourtant, les manifestations ne faiblissent pas. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation des deux camps? Un régime qui prend de plus en plus peur, et cette peur va aussi galvaniser ces gens qui sont dans la rue. Je pense que ce sont deux camps qui n'ont rien à perdre, qui s'opposent actuellement. D'une part, le désespoir est important dans la jeunesse iranienne. Elle n'a rien à perdre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, finalement, se radicalisant petit à petit, les manifestants ne veulent pas de réforme. Ils veulent carrément un changement de régime. C'est pas suffisant pour eux. C'est plus suffisant. C'est plus suffisant. Il y a quelques années, des réformes auraient peut-être pu calmer le jeu, mais aujourd'hui, c'est vraiment fini. En tout cas, c'est pas ce qu'ils veulent. Et puis de l'autre côté, face à eux, on a effectivement un régime qui n'a plus rien à perdre non plus. Il doit contrôler la situation, sinon il perd sa légitimité. Et donc réagit en tant que tel avec une répression de plus en plus forte, d'autant plus que le mouvement s'étend dans tout le pays, dans toutes les villes, et qu'il s'ethnicise aussi. C'est ça, et on sent évidemment ce moment de bascule avec à la fois ces Iraniens hier aussi à la Coupe du Monde qui ont refusé d'entonner leur hymne national quand on voit que nous on hésite à simplement mettre un brassard avec des couleurs arc-en-ciel de peur de prendre une carte jaune. Olivier Boulinck. Et sur la répression justement, à quel point le régime peut s'appuyer sur l'armée? Est-ce qu'on peut imaginer des militaires qui rejoindraient le mouvement? Eh bien, c'est justement le problème aussi du régime, c'est-à-dire qu'il ne fait pas confiance vraiment à l'armée. Évidemment, il y a une partie de l'armée qui lui est acquise, mais de manière générale, il hésite
à totalement se fier à l'armée. Évidemment, à côté de l'armée régulière qui existe dans tous les pays, il y a les milices paramilitaires en Iran qui, eux, pour le moment, sont des soutiens du régime, mais en même temps, dans tous les cas, il y a des jeunes qui sont aussi en train d'hésiter, de tirer sur les manifestants qui se positionnent. Donc, de ce point de vue, c'est quand même une situation dont il faut attendre les suites. Manas Shirali, Olivier Boulin l'a dit dans la contextualisation, on sent malgré tout des failles au sein évidemment du régime iranien. On a parlé de ces élus qui demandent et qui réclament un référendum. On a parlé de ces autres élus qui réclament tout simplement le droit de critiquer les dirigeants ou encore de dénoncer la violence de la répression. Est-ce qu'il est fragilisé aujourd'hui ce régime iranien et si oui, à quel point ? Oui, en effet, vous avez parfaitement raison. J'ai entendu de leur bouche, j'ai entendu beaucoup de déstabilisation. Vous savez, ce n'est pas évident de tuer, de massacrer les enfants. C'est très, très difficile. Cela dit, malgré toutes ces déstabilisations, toutes ces hésitations, nous sommes en face des gens qui n'ont aucune conscience. Ils sont vraiment cruels. Ils ont montré dans le passé le degré de leur cruauté. Ils ont tué 3000 personnes en 3 jours. Donc, de ces gens-là, de ces dirigeants, on peut attendre à tout. Et c'est la raison pour laquelle je crains vraiment un grand massacre en Iran. On va aller du côté de Maïté Warlan, Maïté, puisqu'on va passer à notre Zoom. Tour d'horizon avec vous, Maïté Warlan, sur les réactions internationales qui se sont enchaînées, Maïté. Oui, l'ONU, notamment hier, par la voix du porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, il dénonce la situation critique dans le pays et demande une réaction des autorités iraniennes. Regardez. We urge the authorities to address the people's demands for equality, dignity and rights, instead of using unnecessary or disproportionate force to suppress the protests. Autre réaction, Maïté, c'est celle du président français Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron qui a salué le courage très impressionnant du peuple iranien. Il faut dire que les tensions entre Paris et Téhéran augmentent ces dernières semaines, notamment parce qu'Emmanuel Macron a reçu début novembre des militantes iraniennes à l'Élysée, un geste très mal perçu par le régime iranien. Rappelons aussi que 7 Français sont toujours en otages en Iran. Joe Biden s'est dit, lui, solidaire. L'Iran doit mettre fin à la violence contre ses propres citoyens qui exercent simplement leurs droits fondamentaux. C'est ce qu'a déclaré le président américain. Et puis Maïté, autre mouvement de soutien, ce sont ces célébrités qui se coupent une mèche de cheveux en soutien évidemment aux femmes iraniennes. Oui, Jim, là aussi, plusieurs figures politiques ont également, aux côtés des célébrités, posé ce geste. Chez nous, retenons cette photo d'Adjal Habib. Notre ministre des Affaires étrangères s'est coupé une mèche de cheveux en direct à la Chambre. C'était il y a quelques semaines. Merci beaucoup Maïté, on vous retrouve dans quelques instants pour l'info en plus. On va évidemment parler des réseaux sociaux qui ont une importance capitale dans cette révolte, dans cette contestation, dans cette révolution. On trouvera, je l'espère, à la fin de ce débat, le terme adéquat. Adel Bakawan, que peut faire aujourd'hui la communauté internationale quand on voit les difficultés simplement du président Macron, qui évidemment est confronté à une situation très compliquée avec des Français qui sont encore évidemment en otage, ou plutôt qui sont emprisonnés en Iran? Que peut faire aujourd'hui la communauté internationale? Personnellement, je pense que c'est une question fondamentale, c'est une question très très importante. Alors, on a l'exemple libyen, on a l'exemple yéménite, on a l'exemple syrien. Est-ce que, et en même temps, on a une jeunesse iranienne éduquée qui a eu accès vraiment à la culture et à l'éducation à 93, si ma mémoire est bonne, de cette jeunesse qui a eu accès à l'éducation et à la culture est très très conscient de ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce que, par exemple, cette jeunesse souhaite reproduire ce qui se passe en Syrie, en Libye ou en Yémen? Non. Alors, c'est là le rôle de la communauté internationale, je vais le résumer en une seule phrase, est fondamental. Est-ce que cette communauté internationale, à un moment donné, si le degré de la répression de la part de la République islamique de l'Iran augmente d'une manière catastrophique et dramatique, est-ce que la communauté internationale mettra en place ce qu'on appelle le droit de nous protéger, le droit à la protection par rapport à ce mouvement de contestation? Si jamais la communauté internationale prend cette décision, là, bien évidemment, le régime sera vraiment en danger. Oui, avec évidemment, ça fait écho à ce que nous disait tout à l'heure Manas Shirali sur ces risques aussi de massacre. Par rapport à ça, peut-être revenons aussi sur la situation économique de l'Iran, Manas Shirali, puisqu'il faut rappeler qu'ils sont soumis encore aujourd'hui aux sanctions économiques dues évidemment au développement d'uranium, dont on reviendra évidemment un petit peu plus tard avec vous.
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? À quel point est-ce que ces sanctions économiques essoufflent une partie de la population iranienne qui a l'impression finalement de ne pas être responsable de la situation économique dans le pays? Avant même les sanctions, la situation économique de ce pays était catastrophique. C'est la raison pour laquelle les Iraniens, ils prennent les principaux responsables de la situation, leurs dirigeants. Ce sont les dirigeants de la République islamique qui sont responsables de cette situation et ne pas les gouvernements des pays étrangers. C'est la diplomatie belliqueuse de la République islamique qui est responsable de la catastrophe économique qui est en Iran. Je rappelle à vos spectateurs que l'Iran est un pays particulièrement riche. Par contre, aujourd'hui, 60% des Iraniens, selon les chiffres officiels, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Oui, ça c'est évidemment une information d'une importance capitale. On passe à notre info en plus avec vous, Maïté Warlan. Maïté, on l'a dit, mais à quel point est-ce que les réseaux sociaux étaient partie prenante, voire même à l'origine de cette révolte? Eh bien, comme lors des printemps arabes, les réseaux sociaux ont marqué cette révolte. Les vidéos montrant les femmes manifester, rejointes ensuite par des hommes, ont inondé très rapidement les réseaux sociaux. Les altercations entre les religieux et les femmes refusant de porter le foulard, ou encore celles montrant les jeunes qui s'amusent à retirer le turban des mollahs dans les rues, participent aussi à la mobilisation des Iraniens et des Iraniennes. Les réseaux sociaux servent aussi à dénoncer les crimes commis par les forces iraniennes, comme dans cette vidéo où l'on voit les forces armées tirer sur les manifestants. Même si Internet est très lent et les réseaux sociaux difficilement accessibles depuis le début du soulèvement, les vidéos de soutien parviennent elles aussi aux manifestantes et aux manifestants. Il s'agit de la révolte de la jeunesse, une jeunesse aguerrie sur la manière d'utiliser cet outil que sont les réseaux sociaux face au régime religieux qui n'est pas grand utilisateur, je pense, mais je m'avance peut-être, de TikTok ou encore de Snapchat. Oui, évidemment lié, comme vous l'avez dit, à cette jeunesse qui a pris les choses en main. Firozena Avandi, est-ce que cette jeunesse remet aussi en question la religion? Et si oui, quelle place ça prend dans ce mouvement? Alors oui, effectivement, je pense que la révolution islamique est venue d'Iran et donc a fait des enfants un petit peu partout, avec le fait que les autres pays musulmans ont su réagir puisque leurs dirigeants ont senti que le vent pouvait tourner. Néanmoins, on voit aussi que peut-être, si la situation se modifie, l'Iran peut être aussi à la base d'une sécularisation par le bas de pays musulmans, parce que les Iraniens, mais ce n'est pas la première fois, dans toutes les manifestations, on a eu des demandes de laïcité, des termes très proches qui ont été employés. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Cela ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en Dieu, mais le rôle de la religion, c'est vraiment fini. En tout cas, si le régime change, ce qui peut-être n'est pas pour demain. Mais c'est une grande force pour le futur. Il nous reste une grosse minute. On va faire un dernier tour de table avec vous. D'abord, Manas Chirali, vous vouliez réagir justement par rapport à ça et cette place de la religion dans ce moment de contestation porté par la jeunesse iranienne? En tout cas, ce qui différencie largement ce mouvement par rapport aux anciens mouvements, c'est que tout au long de ces 2 derniers mois, nous n'avons pas entendu une seule devise, un seul slogan religieux, aucune référence à la religion, aucune. C'est la première fois dans toute l'histoire iranienne que les Iraniens sont en train de contester, de créer un mouvement de protestation sans se référer à la religion. Par endroits aussi, les jeunes ont montré une certaine hostilité, pas seulement envers la République islamique, pas seulement envers le clergé chiite, mais aussi envers la religion. C'est la raison pour laquelle je qualifie ce mouvement d'un mouvement qui est complètement sorti de la religion. Un dernier mot avec vous, Adel Bakawan. Comment est-ce que ça pourrait se terminer tout ça? Est-ce que la fin du régime, est-ce qu'elle est inéluctable, ou comment est-ce que vous voyez la suite des choses? Écoutez, un petit mot sur la religion. Personnellement, je pense que ce mouvement n'est pas, certes, un mouvement religieux, mais en même temps, nous n'avons jamais constaté
un acte, un discours, un récit de la part de ce mouvement contre la religion. Ce n'est pas un mouvement religieux et ce n'est pas non plus un mouvement contre la religion. Certes, c'est un mouvement contre l'islam politique, la politisation de l'islam mise en place par la République islamique de l'Iran, mais pour moi, je pense que la religion n'est pas un problème pour ce mouvement de contestation. Et sur la fin du régime, comment est-ce que vous voyez les prochaines semaines, le prochain mois? Est-ce que, selon vous, on va se diriger vers là, ou bien on prendra peut-être l'autre chemin dont nous a parlé Manassir Ali, à savoir un massacre? Je pense que la chute du régime n'est pas pour demain. La chute du régime n'est pas pour demain. Mais il faut dire, si jamais ce régime tombe, personnellement, mon pari, je crois, c'est que c'est tout le Moyen-Orient qui change. Parce que l'Iran est une grande puissance du Moyen-Orient. Lorsque la République islamique d'Iran est arrivée, le Moyen-Orient s'est reconfiguré. Et si cette république tombe, c'est vraiment un modèle au Moyen-Orient qui tombe. Oui, d'où évidemment l'importance d'en parler aussi ce soir, notamment ici en Belgique. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette large discussion. Firouzeh Navandi, vous allez rester encore un tout petit peu avec nous pour terminer cette émission, puisque d'ici quelques instants, ce sera l'avis surtout de Maïté Warlan, et puis évidemment Cindy Aizereli qui aura comme tous les mercredis le dernier mot et qui nous parlera ce soir d'exploration lunaire. Rendez-vous juste après ceci, restez bien avec nous.